Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau midi adhérent du CD2E. Je pense que la majorité des participants nous ont rejoints. On va tenter de respecter le créneau en sachant que vous pourrez voir et revoir cette capsule en replay. Alors, je vous propose qu'on démarre. C'est parti. Je suis Cyril Scribo, consultant en économie circulaire au CD2E, référent sur la thématique des sédiments et leur valorisation, et en charge du programme CD-Matériaux. Et bien sûr de son réseau d'adhérents, sachant que le réseau du CD2E rassemble plus de 200 acteurs régionaux, nationaux, mais aussi internationaux. Ils sont tous professionnels de l'éco-transition, proposent et apportent des solutions concrètes pour décarboner notre pratique, qu'elles soient environnementales, énergétiques, organisationnelles. Pour illustrer cela, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Étienne Fromentin de chez Unicem Hauts-de-France, avec qui nous parlons aujourd'hui d'approvisionnement en matériaux de construction. Et Étienne, je te laisse la parole pour te présenter. C'est à toi. Merci Cyril, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Étienne Fromentin, je suis le secrétaire général de l'Unicem Hauts-de-France, qui est l'union des industries de carrières et matériaux et qui fédère en deux mots, pour rentrer tout de suite après dans le vif du sujet, qui fédère les entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication de matériaux de construction, comme son nom l'indique, avec deux branches principales d'activité que sont les producteurs de granulats qui extraient des ressources minérales pour fabriquer des sables et des graviers et des granulats de recyclage, et notre branche d'activité qui est celle de fabrication de béton prêt à l'emploi. On a souhaité aujourd'hui vous parler d'approvisionnement en matériaux de construction parce qu'il est important, selon nous, de bien appréhender comment se passe cette filière qui est souvent connue de manière générale, mais qui a tout un tas de spécificités, comme bien d'autres filières, bien évidemment, pour bien prendre conscience des enjeux d'approvisionnement et puis faire un petit point et un lien avec l'économie circulaire et où est-ce qu'on en est clairement dans l'utilisation de matériaux alternatifs. Donc, pour introduire le contexte, rappeler en préambule à quoi servent les matériaux de construction. Donc, vous l'avez affiché sur l'écran où les matériaux de construction servent à la construction de logements, à la construction et l'entretien d'infrastructures de transport et à tout autre aménagement de ce qu'on appelle voirie et réseaux divers, pour faire plus simple, les applications travaux publics. Et pour vous donner un ordre de grandeur, les matériaux de construction produits en Hauts-de-France, ils répondent à 30 à 35% à la construction, à la fabrication de BPE, de béton prêt à l'emploi, et donc à la construction de logements, à 14 à 15% pour la fabrication d'enrobés bitumineux pour nos routes, pour la construction et l'entretien de nos routes, et 50 autres qui sont utilisés dans des applications en l'état ou avec d'autres liants hydrauliques pour l'aménagement du territoire. Et ces matériaux, ils sont dépendants de la commande publique, puisque vous voyez que 70% de la consommation de granulats relève de la commande publique. Alors, pour bien situer de quoi on parle, c'est pareil. J'aime toujours prendre l'exemple que on joue tous, on a tous joué, ou nos enfants, petits-enfants jouent avec du sable pour faire des châteaux de sable, sauf que le sable, le château de sable, parfois, il tient pas parce que le sable, il répond pas à l'utilisation qu'on veut en faire. Et donc, c'est toujours important de rappeler que quand on parle de granulats, c'est le terme générique, mais derrière, il y a des spécificités géotechniques qui sont très importantes à prendre en compte et qui, en fonction de cette spécificité, vont répondre à des usages bien particuliers et différents les uns des autres. Donc déjà, les granulats, on va les classer par la taille. Donc, on entendra parler souvent de 0, 2, 4, 6, 10, 10. Enfin, vous voyez toutes les appellations granulométriques que l'on peut avoir. Et donc, en fonction déjà de la taille du granulat, l'usage sera différent. On va aussi avoir des granulats qui sont d'origine différente. Donc, on va avoir des granulats d'origine qui sont dits alluvionnaires, déposés par les anciens limageurs des cours d'eau, qui ont des formes particulières, qui sont traités d'une façon particulière et qui ont des formes, vous le voyez, relativement arrondies et qui ont une composition physico-chimique, pareil, on va dire composée de silice et de calcaire, et qui eux aussi vont répondre à un usage particulier. Et puis en région Hauts-de-France, on va aussi avoir des matériaux d'origine
calcaire. Alors, je rentre pas dans le détail de la géologie, hein, c'est pas l'objet cet après-midi, mais voilà, qui vont être des matériaux un peu plus résistants, un peu plus durs et qui vont être un peu plus anguleux et qui vont répondre à d'autres types d'usages. Alors, je reviendrai après sur la partie de granulats de recyclage, puisqu'ici on n'a parlé que de granulats naturels. Mais pour vous donner les grandes tendances et quelques chiffres, même si c'est pas toujours facile à appréhender, vous voyez que la consommation de granulats en Hauts-de-France, c'est 33 millions, un peu plus de 33 millions de tonnes. Alors ça, c'est sur une année référence 2019, qui est la donnée référence que l'on a utilisée dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des carrières. Mais ce chiffre, c'est une tendance, c'est-à-dire que ça peut fluctuer légèrement à la baisse et légèrement à la hausse, mais on n'a pas des pics de dire de 33 on passe à 28 et on remonte à 30 l'année d'après. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez linéaire, même s'il y a forcément des tendances, et en ce moment la tendance est plutôt à la baisse, par des phénomènes conjoncturels et ou structurels. Et vous voyez que ces 33 millions de tonnes sont approvisionnés alors par des granulats alluvionnaires pour environ 4 millions de tonnes, des granulats éruptifs calcaires pour un peu moins de 12 millions de tonnes. Des apports de l'étranger, ça c'est important à prendre en considération, c'est qu'on a quelques matériaux, enfin une bonne quantité de matériaux qui traversent la frontière, notamment de Belgique, et quelques matériaux qui viennent de nos régions voisines, donc pour 8 500 000 tonnes. Et des granulats de recyclage, là on rentre dans le vif du sujet. Vous voyez que le granulat de recyclage répond à hauteur des besoins pour 3 500 000 tonnes. Le réemploi, 4 millions de tonnes. Et d'autres matériaux alternatifs, type sédiments, Cyril pourra nous en toucher un mot juste après, ou des mâchefers d'incinération, ou encore autres matériaux alternatifs. J'ai pas, vous avez la répartition donc dans le camembert juste à côté, mais j'ai pas ici précisé les sources, et il est important de le dire. Ces travaux, c'est pas l'UNICEM seul qui les met en œuvre, hein, c'est tout un travail partenarial avec notamment la cellule économique régionale de la construction qui fait ce suivi dans le cadre de différents partenariats que l'on peut avoir avec des partenaires tels que l'ODEMA sur l'observation déchets et matières. Alors, les perspectives sur cette filière en lien avec les tendances sociétales et avec les développements de projets d'économie circulaire, c'est que tout d'abord, on a des aspects réglementaires ou de planification. Vous avez tout d'abord la loi de transition pour l'engagement de la croissance verte, qui date de quelques années maintenant, mais qui avait donné des tendances sur les marchés publics devront, voilà, dans un premier temps, 70% des déchets devront être recyclés ou réemployés. Ça, c'est issu de la directive européenne. C'est un ratio que beaucoup d'entre vous, je suppose, connaissent. Et puis, il y avait aussi d'autres orientations. On les a pas tous reprises, évidemment, mais cette loi, elle encourageait les collectivités territoriales, puisqu'on a vu qu'on répondait à 70% de la commande publique, à intégrer des ressources alternatives dans les projets d'infrastructure. Donc, il y a des seuils qui ont été fixés qui étaient de 50%, 70%, 80%. Et donc, il y a cette première ligne à atteindre. Le deuxième fait engageant, c'est le schéma régional des carrières qui est aujourd'hui en cours d'élaboration par les services de l'État avec tout un tas de parties prenantes, dont la profession, mais qui fixe, lui, un taux de recyclage à atteindre à 90%. On verra après ce que ça implique. Et ce schéma, il a aussi une grande tendance de définir les conditions d'approvisionnement en mettant en priorité l'utilisation de matériaux alternatifs secondaires tels que le recyclage sédiments, etc. Donc, le travail du schéma a été d'identifier quelles sont clairement ces ressources alternatives, comment et dans quel usage on peut les employer, et de derrière définir des schémas d'approvisionnement. Vous avez à côté de ça la mise en œuvre de la responsabilité élargie aux producteurs de la filière bâtiment entrée en vigueur il y a un peu plus d'un an maintenant, avec des objectifs également de taux de recyclage à atteindre, de structuration de la filière de gestion des inertes. Et puis quand on a toutes ces incantations, on va dire politiques ou en tout cas de planification ou de législatif et réglementaire, on a aussi nous de notre côté en tant que professionnels de l'industrie extractive une complexification réglementaire. Alors, le terme est peut-être pas bien choisi. En tout cas, il n'y a pas de volonté de remettre en cause cette complexification réglementaire. Elle existe, on doit s'adapter. Par contre, justement, dans le cadre de l'adaptation, nos entreprises,
elle souhaite optimiser l'utilisation des ressources. Et par là, je veux dire qu'il faut plus avoir à l'esprit que on produit pour produire, on produit pour répondre à un besoin. On produit des granulats naturels pour répondre à un besoin. Et puis la difficulté d'extension est telle que nos entreprises cherchent aujourd'hui à optimiser l'ensemble des ressources, qu'elles soient naturelles ou recyclées. De plus en plus de nos entreprises s'engagent dans ce qu'on appelle la complémentarité des matériaux pour pouvoir justement adapter la réponse aux différents besoins qui sont sollicités. Donc, si on fait un état des lieux de la filière recyclage, je vais commenter assez rapidement parce que le temps tourne et comme l'a dit Cyril, on souhaite tenir le timing. Mais vous avez à l'écran une petite infographie qui illustre quelle est la quantité de déchets inertes produits dans la région Hauts-de-France. Donc, vous voyez qu'on a 15 millions de tonnes de déchets inertes qui sont produits, dont 4 millions de tonnes de réemploi. On a évoqué les 4 millions de tonnes de réemploi tout à l'heure. Donc, ce qui implique qu'on a 11 millions de tonnes de terre non polluées, avec une filière qui se développe de traitement de sol dans la filière TP notamment, et qui peuvent être aujourd'hui utilisées dans certaines applications TP. Et nous, côté profession industrie du granulat, on travaille sur le potentiel de recyclage qui est listé dans l'encadré rouge, avec le mélange de déchets inertes, les bétons de démolition et les déchets d'enrobés. Ce qui donne aujourd'hui un potentiel de recyclage de 4,7 millions de tonnes. Et vous voyez que, je vous disais tout à l'heure, 3,5 millions de tonnes recyclées, un taux de recyclage donc aujourd'hui qui est fixé à 75%. Donc on a un gap à franchir pour atteindre ce 90% qui était évoqué précédemment, ce qui permettra d'atteindre ou d'augmenter en tout cas la production de matériaux recyclés. Et quand on revient sur les besoins couverts, il y a un autre indicateur qui est intéressant ici, c'est que sur les 33 millions de tonnes, donc on le disait tout à l'heure, il y a 4 millions de tonnes de réemploi, 2 millions de tonnes de matériaux artificiels ou autres ressources alternatives, et 3,5 millions de tonnes de granulats recyclés. Ce qui fait que le taux de couverture des besoins en région Hauts-de-France est quand même de presque 30%, ce qui est un indicateur quand même assez élevé et très intéressant en région quand on regarde un petit peu par rapport à ce qui se fait dans d'autres territoires. Mais la région Hauts-de-France a toujours eu un point d'avance sur notamment le développement de la filière recyclage. Je ne sais pas, Cyril, si je poursuis ou si tu... Vas-y, je te laisse Je poursuis. Ok. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans une logique, mais quand je dis on, c'est collectivement, une logique du bon matériau au bon endroit pour le bon usage. Vous l'avez compris, c'est vraiment quel usage on a besoin, quelle typologie de matériau y répond et d'où peut-il provenir. Donc, développer l'utilisation de granulats de recyclage, oui, mais il faudra être vigilant dans les territoires sur les notions de qualité. On l'a évoqué. Le granulat de recyclage répond aujourd'hui à 90 voire 95%, si ce n'est plus, uniquement à des solutions travaux publics, pas forcément encore suffisamment aux yeux de certains dans les applications béton, même si cette tendance se développe. Mais aller dans des applications béton nécessite de monter en gamme la production de granulats de recyclage, d'avoir des gisements très homogènes en amont et d'avoir un process de fabrication très abouti pour pouvoir assurer une qualité requise dans la norme béton. Ça, c'est la partie qualité. Et puis, sur la partie quantité, vous voyez qu'on a un potentiel de recyclage sur la partie granulat qui est de 4,7 millions de tonnes. Si on monte à 90%, évidemment, on ne répondra pas à l'ensemble des besoins. Donc, voilà, de manière générale, c'est avoir cette réflexion en disant si je pousse tous les 4 millions de tonnes de granulats de recyclage, je les pousse vers l'usage béton, comment on approvisionne la filière TP. Donc, il y a vraiment un travail de reconnaissance à avoir sur cette nature de matériaux, où sont-ils produits, dans quelle quantité, avec quelle garantie, pour justement monter en gamme la production de granulats, et puis aussi de dire, dans certains territoires, oui, on va pouvoir utiliser du granulat de recyclage parce qu'il est disponible, pendant que dans d'autres territoires, ça sera quand même beaucoup plus difficile parce que beaucoup moins de production, pas de gisement en amont, pas de filière structurée, parce que ces indicateurs sont très importants. Donc nous, ce qu'on a imaginé ou ce qu'on imagine, pardon,
actuellement comme solution, alors le terme était un peu fort, mais en tout cas comme travail à mettre en place, c'est déjà que l'on partage ensemble ce constat et les termes de la filière. Quand je dis les termes, c'est quoi clairement le réemploi, c'est quoi le recyclage, c'est quoi les notions de qualité, etc. Pour ça, on souhaite mettre en place à venir, hein, c'est pas dans un court terme, c'est plutôt à moyen terme, c'est une labellisation des plateformes de recyclage. Labellisation qui aura pour vocation à faire monter en compétence les acteurs de la filière et puis surtout, même s'ils sont déjà très compétents, c'est aussi voilà, avoir une structuration de cette filière qui dise quand je produis un granulat de recyclage, voilà ce que je dois identifier comme paramètres physico-chimiques, comme paramètres granulométriques pour faire reconnaître le granulat de recyclage. Et puis à côté de ça, c'est avoir une sensibilisation de la maîtrise d'ouvrage public sur l'utilisation des matériaux de manière générale et sur les prescriptions utiles. C'est-à-dire, oui, vous pourrez demander à ce qu'il y ait un taux d'incorporation de granulat de recyclage dans vos marchés, mais attention, où est-ce que vous allez vous approvisionner? Est-ce qu'à un moment, il n'est pas plus logique de s'approvisionner par des matériaux naturels s'ils sont à proximité plutôt que d'aller chercher un granulat de recyclage à performance équivalente, mais qui va être sur une distance plus lointaine? Juste une petite parenthèse, les matériaux de construction, le granulat est un pondéreux à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire que quand vous utilisez une tonne de granulat, c'est, allez, je donne un prix moyen, c'est 12 euros, 10 à 12 euros la tonne. Plus vous allez le transporter loin, plus son coût va être cher, puisque vous aurez à la fin plus cher de coût de transport que de coût de matériaux. Donc, c'est vraiment cette notion de proximité est très importante dans cette filière. Voilà, je vais passer rapidement à l'autre slide, mais j'en ai fini là pour la partie du contexte d'approvisionnement. Après, j'aurai quelques chiffres à vous présenter si vous le souhaitez sur un peu plus de détails sur la profession et les actions engagées en matière notamment de RSE. Bien, merci Étienne. Je ne sais pas si du côté du chat ou dans l'audience, quelqu'un a une question ou une remarque. Non, donc je vous propose que... est-ce que tu veux passer en revue très rapidement les chiffres clés peut-être ou... Si tu veux, et puis après, comme ça. Et puis derrière, voilà, on essaiera de garder le timing, mais ça me paraît... Ça devrait aller parce que bon, les chiffres clés, voilà, de toute façon, je sais pas si cette présentation est diffusée aux personnes qui se sont inscrites et qui nous écoutent, mais voilà quelques chiffres clés sur la région Hauts-de-France avec la partie nombre d'entreprises, chiffre d'affaires décomposé, vous voyez, 52% sur le granulat et 42% pour la partie béton prêt à l'emploi. On a également une activité, j'en ai pas parlé en introduction, mais représentative des extractions de roches ornementales pour tout ce qui est pierre de construction. Vous voyez qu'elle représente 6% du chiffre d'affaires sur la région. Et puis si on focalise vraiment sur la partie granulat, 129 sites, 77 entreprises, pour 317 millions de chiffre d'affaires. Et puis on aime rappeler sur la partie emploi ce qu'on représente. On représente peu d'emplois directs, hein, vous voyez, 1000 emplois directs. Alors cette étude, elle a été réalisée par la cellule économique de la construction pour montrer l'empreinte socio-économique de nos activités. Puisque 1000 emplois directs en Hauts-de-France, c'est très peu. Par contre, on le savait qu'on avait des répercussions dans les territoires et qu'on générait de l'activité. On ne l'avait jamais mis en évidence, mais on a des emplois indirects et des emplois induits qui font qu'aujourd'hui, pour un emploi en carrière, c'est 3 emplois induits avec les transporteurs, la maintenance et puis tout ce qu'on peut avoir aussi dans toutes les vies de territoire que l'on retrouve spécifiquement à cette activité. Et pour terminer sur les autres actions de la profession, au-delà de la partie économie circulaire, mais ça s'inscrit dans ce cadre-là, c'est tout le développement d'une stratégie, c'est peut-être un peu pompeux, mais en tout cas d'une ambition d'engager nos entreprises dans la RSE. Vous avez à l'écran là toutes les démarches environnementales qui sont engagées par la profession depuis 1992. Où dès le départ, elles étaient très fortement tournées vers l'environnement au sens propre du terme, maîtrise des impacts, gestion de la biodiversité, puisque c'était des éléments qui nous étaient fortement reprochés comme impact. Ça l'est toujours, mais beaucoup moins, parce qu'on a su faire preuve quand même de démonstration de certaines bonnes pratiques et de prise en compte de ces thématiques-là.
On a eu en 2004 on avait une charte environnement qui avait encouragé nos entreprises à progresser d'un point de vue environnemental, donc avec un référentiel de progrès qui s'est transformé en 2017 par la création d'un label RSE. Et ce label RSE, il traite de différentes thématiques que sont l'environnement, bien évidemment, mais aussi l'ancrage territorial, la gouvernance de l'entreprise, le capital humain et la santé-sécurité. Et donc, ce label, il est déployé aujourd'hui auprès de nos entreprises pour qu'elles s'y engagent activement et pouvoir faire derrière reconnaître le label RSE dans les différents marchés, ce qui n'est pas chose aisée, mais en tout cas, donner du crédit à toutes les entreprises qui sont engagées dans ces démarches-là dans le cadre de leur marché. Et donc, ce label, vous le voyez hein, très, très rapidement pour conclure là-dessus, ouverte à toutes nos entreprises du secteur, avec un référentiel qu'on appelle sectoriel, qui est vraiment adapté à nos métiers, accessible à tous. On entend souvent dire que la RSE, c'est une affaire de groupe, mais justement, nous, on ne le pense pas, et je pense que beaucoup d'entre vous non plus. C'est que toutes les entreprises peuvent s'engager et ont déjà des choses qui sont mises en place. Après, c'est vrai qu'en termes de structuration, ça demande du suivi, ça demande de l'implication, mais on propose des démarches d'accompagnement à nos entreprises pour qu'elles se lancent dans ce label RSE. Et on cherche parallèlement à le faire, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui en partie, c'est que ce label, on cherche à le faire reconnaître pour que justement nos entreprises qui s'y engagent aient un retour sur investissement, si je puis dire, sur ce label RSE. Et donc, je conclus là sur juste les chiffres où sur la partie béton en Hauts-de-France, c'est 73% de la production de béton qui est engagée ou certifiée sous label RSE. Sur le granulat, on est un peu plus loin, on est, vous voyez, seulement à 21%, mais on a quelques entreprises qui sont engagées depuis quelques semaines là sur un dispositif d'accompagnement. On a 4 entreprises qui sont engagées, donc qui vont venir gonfler un peu cette production et qui va gonfler aussi au fur et à mesure du temps. Voilà, merci pour votre écoute, à votre disposition. Et Cyril a, je pense, quelques mots à vous dire également sur d'autres matériaux alternatifs secondaires. Merci Étienne. Donc ce que je retiens aussi, il y a plein de choses à retenir intéressantes dans ta présentation. Le côté levier des marchés publics, on le retrouve souvent dans le lancement de filières qui peuvent être innovantes, surtout avec des gros enjeux comme ça. Simplement, tu parlais des termes qui sont importants. Sur les côtés, peut-être une dernière question, si je coupe pas l'herbe sous le pied à quelqu'un dans l'assemblée. Quand on parle de réemploi, de recyclage, de quelle opération est-ce qu'il s'agit? Est-ce que tu peux préciser? Ouais. Alors, réemploi, on est plus directement sur la filière TP. Donc, c'est des pratiques de déblai-remblai, c'est-à-dire ce sont des matériaux qui sont excavés, qui ont des particularités géotechniques, qui vont répondre à un usage propre du chantier ou à toute proximité, et qui peuvent être réemployés en l'état. Sur la partie recyclage, alors ça nécessite un process. Là, on est sur les notions de déchets, puisque dès lors que ça sort du chantier, on est sur une notion de déchets. Et donc avec un process derrière qui est appliqué pour avoir ce côté recyclage. Bien. Bon, s'il n'y a pas de questions complémentaires, on va passer je vous propose de passer à la suite. Merci Étienne. Merci. Donc je vais prendre la main. Je vais partager avec vous l'expérience qu'on a, nous, le CD2E, en tant qu'animateur de la filière de valorisation des sédiments. Vous êtes adhérent du CD2E, vous connaissez la structure. Simplement, très rapidement, des données que vous aurez la présentation, des données qui sont disponibles sur les sédiments. C'est un gisement assez important. Bon, à l'échelle nationale, c'est 50 millions de mètres cubes par an, 5 millions à l'échelle des Hauts-de-France. Vous aurez remarqué qu'on est une région assez canalisée, donc avec des sédiments marins, des sédiments fluviaux. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un sacré gisement qui sont aujourd'hui envoyés
en sonde d'enfouissement et qui sont de plus en plus prisées, valorisées, avec une filière qui est en développement. Nous, notre mission, elle est d'accompagner justement la structuration de cette filière à travers différents modes d'action de CD2E, sur de la veille, sur la diffusion, de la formation, sur des formations, et sur de l'accompagnement à l'innovation, ainsi que sur des actions auprès des pouvoirs publics. Donc il y a une expérimentation, il y a un programme qui s'appelle CD Matériaux qui a permis de mettre en place différentes filières et de les étudier. Pour ça, aujourd'hui, on a une dizaine de filières, une vingtaine d'applications qui ont été éprouvées et qui demandent aujourd'hui simplement d'avoir des sédiments disponibles. Et c'est le travail en cours qui se poursuit. Donc, ce que je vous propose, c'est de pouvoir faire un tour. Aujourd'hui, je fais un focus sur toutes les applications béton, puisque c'est le thème de la journée. Donc, le premier projet, c'était de la sous-couche poussière, donc là où on avait du liant hydraulique. Donc, c'est pas exactement béton, mais je tenais à en parler, puisque c'était un projet assez emblématique. On avait pu, en sous-couche d'une route, incorporer des sédiments dans le TP. Pareil, toujours au port de Dunkerque, des blocs béton, où là, on a remplacé une bonne partie des sables par des sédiments. Si vous avez des questions sur les projets que je vous présente, je serais ravi de pouvoir rééchanger avec vous. Aujourd'hui, l'heure tourne. Donc, sur du mobilier urbain également, on avait pu faire de la co-valorisation dans le cadre de CD Matériaux. Ici, de la chaussée réservoir, donc des petits éléments en béton type parpaing un peu, mais qui permettent d'être en sous-couche d'un parking et de faire office de chaussée réservoir, donc pour les eaux de pluie. Idem là avec la métropole européenne de Lille, un projet de coulis auto-compactant, donc en VRD autour des canalisations. Un projet qui était donc Cédicil, qui avait permis de développer des pistes de cyclables en béton. Idem toujours sur l'application béton avec Voies Navigables de France et des éléments qui constituaient leurs berges, donc pour protéger les berges, des éléments classiquement en béton. Ensuite sur des blocs carrossables, donc des blocs pour des voies piétonnes ou poids lourds même. On a un projet avec Ekiom qui sont dans l'audience, avec qui on a travaillé sur le développement de liants hydrauliques et de ciment, donc d'intégrer les sédiments, non pas ici en remplacement du sable, mais vraiment dans le cru du ciment. Donc toutes ces applications, aujourd'hui, elles sont au stade où elles peuvent être développées, mais elles ont besoin outre tous les leviers scientifiques, techniques qui ont pu être levés, il y a besoin de pouvoir continuer à diffuser ces informations. Donc, le CD2E prend sa part à ce niveau-là. On a des guides qui sont à disposition. On a parlé beaucoup des marchés publics au travers de la présentation d'Étienne aussi. On a un site internet qui s'appelle La Clause Verte, donc un closier environnemental à destination des acheteurs qui rédigent les marchés. Donc, je vous invite acheteurs publics et puis même acheteurs du privé, si vous avez des marchés à rédiger avec des clauses environnementales, laclauseverte.fr. On a un site internet où on a toutes nos informations sur tout ce qui a pu se faire sur les sédiments. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour votre attention. On termine avec 1 ou 2 minutes de retard. À moins que vous ayez des questions, on peut prendre un peu plus de temps si vous le souhaitez. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Ok. Donc, on va prendre encore
15 petites secondes. Il y a un sondage qui est en ligne dans le chat, enfin à côté du chat, si vous souhaitez pouvoir, en tout cas nous, on aimerait que vous puissiez y répondre. Enfin, merci de pouvoir y répondre, en espérant que cette capsule vous aura plu, aura convenu à vos attentes. Merci. Merci à tous. Merci Cyril. Merci Sylvie. Bonne journée. Bonne journée.